Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau moment Valumène inspirant. Aujourd'hui, on va parler de conduite du changement. Alors, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Bertrand Brumel-Jouan, je suis l'un des directeurs associés du cabinet Valumène et plus particulièrement en charge des aspects qui concernent les métiers de l'industrie, qui concernent les métiers de la logistique, des opérations, du supply chain, jusqu'aux achats. Et j'ai le plaisir aujourd'hui, l'honneur de recevoir Charles-Henri Russon, que je vais vous présenter juste après. Nicolas Doucerin, qui est le fondateur de Valumène, nous rejoindra certainement en fin de séance. Il s'excuse, il ne pouvait pas participer avec nous à ce webinaire pour le lancement. Voilà. Charles-Henri, je prends quelques minutes. On se connaît bien. Tu as même été mon professeur. On s'est rencontrés en 2013. Homme de conduite du changement depuis très longtemps, mais Charles-Henri a eu plusieurs vies, à la fois sur une partie, j'ai envie de dire, administrative au sein de ministère, comme directeur de cabinet, mais aussi une partie qui est beaucoup plus orientée vers la formation et vers l'executive education au sein d'HEC. Mais aussi chez Neoma Business School, et puis maintenant comme directeur de l'Executive Education au sein du Collège Polytechnique International en Belgique. Voilà. Tu es auteur d'un certain nombre d'ouvrages, mais ce qui nous rassemble plus particulièrement aujourd'hui, on l'a dit, c'est la conduite du changement, et tu as rédigé il y a quelques années un magnifique ouvrage dont tu es co-auteur, parce qu'il y avait aussi Carole Lalonde et Pierre Bufferne qui l'ont rédigé, qui c'est un référentiel en management du changement. Ça sera un point important, ça, de revenir dessus, sur la différence entre conduire le changement et manager le changement, parce que c'était un point qui avait retenu mon attention. Et voilà, parle-nous un petit peu de cet ouvrage, Charles-Henri. Eh bien oui, Bertrand, avec vraiment plaisir. C'est un ouvrage qui est né en fait d'une collaboration entre HEC Paris à l'époque, l'Université de Laval à Québec et le SG de l'UQAM à Montréal. On sait que les Nord-Américains ont depuis un certain temps besoin de consolider les compétences. Ils ont sans doute travaillé un peu avant nous sur les compétences et ils ont besoin par exemple, de certification. Puisqu'on va parler projet, on peut parler de Prince2, on peut parler du PMP et du PMI, qui sont des certifications qui existent effectivement depuis longtemps. Et donc ici, il y avait un projet au Québec, et à l'époque j'enseignais aussi au Québec, de collègues de créer une certification en management du changement. Et la rencontre entre un Belge, des Français d'HEC, des Québécois et encore des Québécois et des gens de Montréal a donné vraiment l'impulsion de ce travail qui a commencé effectivement par se dire qu'est-ce que c'est aujourd'hui et qu'est-ce que ce sera demain un manager du changement. On a commencé donc à faire un référentiel métier, et ce référentiel métier fait 800 pages aujourd'hui. Et j'ai envie de dire des générations de certifiés IMCM ont complété ou enrichi avec des universités d'été, avec la communauté de pratique. Voilà, c'est vraiment une référence qui est intéressante sur le métier, dans lequel on va aller puiser les outils d'aujourd'hui, tout simplement. Alors pour compléter, c'est un ouvrage, enfin, ou du moins les supports qui te servent aux animations, qui aujourd'hui ont même été traduits en arabe littéraire, oui. en italien, en allemand, en anglais, tu vois, en anglais. Donc c'est une grande tolérance. En allemand, en italien, en espagnol, oui, allez, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a aussi une version épurée en chinois, que nos collègues de Shanghai ont traduit. Voilà, donc c'est aussi un lieu, et il faut le reconnaître, c'est une difficulté pour le management du changement, un lieu interculturel, parce qu'on ne change pas de la même manière selon les métiers, mais bien entendu, pas non plus de la même manière au niveau culturel. Donc le fait d'avoir plusieurs cultures, j'allais oublier nos collègues suisses, évidemment, de Genève et de Lausanne, fait que on a effectivement là un corpus qui est intéressant pour tous ceux qui doivent réfléchir leur pratique de management du changement. Comme tu le dis, effectivement, il est même en arabe classique aujourd'hui. Et on a donc des gens qui viennent de la côte ouest américaine jusque la Chine, en passant par le Pakistan, l'Indonésie, Singapour. L'Iran même. Un petit clin d'œil. Et l'Iran, puisque notre ami Jean-Marc Ménard est allé même former à l'époque des gens là-bas. Bon, voilà. C'est une vraie communauté de alors en France, juste pour conclure sur ce sujet-là, en France aujourd'hui, il y a une résonance assez importante parce que tu as été administrateur de Paris Descartes
pendant quand même un petit bout de temps, et ça a même infusé auprès de ces universités, y compris sur des profils de managers dans le monde hospitalier, où, enfin, en tout cas, on ne pensait pas forcément spontanément à la conduite du changement dans ces environnements. Voilà, tu peux nous en dire plus sur le sujet? Oui, bien sûr. Comme tu le disais, moi, j'ai fait mes premières armes dans un dossier très facile qui était la régionalisation de l'État belge. Parce que vous l'aurez peut-être entendu à mon accent, je suis plutôt d'origine de l'État belge, mais je suis ni wallon ni flamand, je appartiens à la communauté germanophone du pays. Donc voilà, un dossier de management du changement qui continue d'ailleurs, l'État belge va encore évoluer. Et à travers effectivement cette première expérience, dans la communauté de pratique qu'on disait, on a rencontré notamment des infirmières, des chirurgiens, des médecins, et on s'est rendu compte que l'hôpital était un corps social qui avait des obligations à la fois financières, mais à la fois une recherche permanente de modernité, de nouvelles thérapies, de nouvelles approches des thérapies. Et donc, c'était effectivement un milieu très, très riche en conduite du changement. Et comme tu le dis, des universités elles-mêmes ont été amenées et sont amenées aujourd'hui, c'est un grand dossier en France, à se rapprocher, à créer des communes, les fameuses communautés universitaires, avec des pôles qui essayent effectivement au niveau international d'avoir une certaine attractivité. Donc du changement, on en a vraiment partout. Merci Charles-Henri. Alors, chers participants, vous êtes déjà nombreux là à vous connecter. Merci. Je vois qu'il y a Éric Legrand, que je salue. Il y a Pauline. Bonjour Pauline. Jackie, Sylvie, Valérie, merci beaucoup. Charles-Édouard. Je vais vous proposer, chers amis, une petite introduction sur l'outil qui sert de support à ce webinaire, Livestorm, parce que vous avez sur la droite de votre page web la possibilité de communiquer avec nous, soit à travers le chat, on va dire, dans un échange très direct, soit à travers l'onglet questions qui va vous permettre de nous adresser des questions qu'on essaiera de traiter dans la deuxième partie et fin de notre séminaire. Et puis enfin, vraiment en toute fin de ce webinaire, je vous invite à compléter l'onglet sondage pour nous envoyer un feedback et nous dire si vous avez apprécié ce webinaire et éventuellement nous suggérer d'autres sujets ou un intérêt pour notre newsletter. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaisseraient pas encore Valumen, je prends juste une petite minute pour vous expliquer qu'on est un cabinet de management de transition et avant tout de management de transition. Aujourd'hui, c'est grosso modo 80% de notre activité. En parallèle, on a aussi développé une activité d'executive search qui est très très liée à celle du management de transition, du moins dans l'expression du besoin de nos clients. Et puis, on a une dernière particularité qui nous tient à cœur, qui est l'animation de séminaires de direction qu'on co-anime soit avec un écosystème de partenaires, soit avec Nicolas qui n'est pas présent pour l'instant, et en utilisant, pour ma part, des outils du référentiel IMCM. Voilà pour cette introduction sur la partie Valumen. Alors, on va essayer de plonger dans notre matière, dans notre sujet du moment. Et j'ai envie de t'adresser une première question, c'est est-ce que pour toi, la conduite du changement, c'est une compétence qui est intuitive? Alors, je sais que tu n'aimes pas le mot inné, parce que on est en train de parler de compétences, mais qui devrait être quelque part dans le bagage intuitif du manager de projet. Bertrand, j'aimerais répondre oui, mais alors on ne serait pas tous ici autour de la table à réfléchir ensemble et échanger ce soir avec nos participants. Je voudrais juste raconter une petite anecdote qui date de la semaine passée où j'étais avec 3 chefs de projet que j'apprécie et qui sont des chefs de projet qui ont des projets d'une grande dimension. Et donc, on aime bien échanger un peu de temps en temps. Il y avait du soleil, il y avait longtemps qu'il n'y avait plus ça, donc on s'est installé une terrasse et on échangeait un peu. Et puis, on s'est rendu compte qu'un d'entre nous était en pleine forme, moi, pour le citer, avec un autre chef de projet, on discutait, on disait, écoute, voilà, on est sur des belles missions et c'est intéressant. Mais nous avions un collègue qu'on apprécie très fort et qui, lui, avait vraiment pas l'air en pleine forme. Et le troisième était un peu dubitatif. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est que, en fait, on était tous pris dans des logiques projets, de planning, de livrables à réaliser, de jalons, enfin, voilà, tout ce qui fait la vie d'un chef de projet. Et que celui qui était le plus heureux était celui qui travaillait en fait sur un déploiement industriel.
plus exactement d'ailleurs une intégration logistique un peu ambitieuse. Et donc, quelque part, il disait, mais moi, ça avance, j'ai du concret, les gens voient où on va maintenant, et mon projet de changement vraiment se passe nettement mieux même qu'au début. Et puis, le collègue qui allait un peu plus mal nous dit, ben moi, oui, j'ai un planning, un cost, mais j'ai même pas de clients. Je sais même plus avec qui je travaille. En fait, j'ai vraiment des difficultés pour savoir qui s'engage dans le projet, qui porte le projet et comment les équipes vont, avec le peu de motivation que j'ai dans mes comités de pilotage ou dans mes séances de présentation, pouvoir réaliser des choses intéressantes avec ce projet de changement. Et le troisième disait, mais finalement, en vous écoutant, moi, je me rends compte qu'il y a l'aspect projet et puis il y a l'aspect humain, comme toujours. Et c'est peut-être ça aussi sur lequel, plus il y a un aspect humain et moins c'est évident de faire avancer l'aspect plus technique, plus mécanique d'un projet avec sa planification, etc. Et donc, en échangeant 3 outils, 3 principes de ce fameux référentiel IMCM, nous sommes revenus, parce qu'il y a 2 autres certifiés dans l'équipe, et on a commencé à discuter. C'est un peu cette discussion, finalement, que je vous propose de reprendre et de continuer ensemble. Ouais, alors c'est marrant parce que quand on a préparé ce webinaire, tu m'as même indiqué que ce troisième, c'était le plus jeune et vraiment le plus jeune. Donc ça a amené à une réflexion quelque part de se dire que on peut être très très expérimenté en termes de management de projet, de gestion de projet et faire, j'ai envie de dire, une approche de la conduite du changement de manière vraiment totalement à côté de ce qu'il faut faire. Du moins pas suffisamment. Écoute, c'était vraiment le discours d'un chef de projet expérimenté et où tu te dis, il est presque en difficulté et en tout cas, bah, il perd un peu tout ce qui fait la passion d'une mission bien menée et sur lequel tu as l'impression d'apporter de la valeur à ton client. Donc oui, c'était quand même un moment important. Alors qu'inversement, ton ton jeune chef de projet là, que tu côtoyais, enfin, et qui vous étiez ensemble boire une bière, pour le coup, lui, il manifestait une certaine aisance. Donc on voit bien que c'est pas forcément lié à la technicité du pilotage de projet classique comme on a. Alors tu parles des biais là, C'est intéressant parce que tu dis, il y a 3 outils qu'on aimerait partager avec vous aujourd'hui et qu'on a extrait du référentiel IMCM avec Charles-Henri, et notamment pour éviter un certain nombre de biais. Tu peux réexpliquer, s'il te plaît, pour les participants, ce que c'est qu'un biais, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qu'on emploie dans le vocabulaire et qui est à la fois dans la conduite du changement, mais qui est issu de la psychologie. Oui, et qui se développe très fort aujourd'hui. Alors, un biais, c'est un état d'esprit, c'est une conviction personnelle, ce que Paul Václavic appelait une ultra-solution, ce que Daniel Kahneman, plus récemment encore, appelait des biais cognitifs. Ce sont toute une série de réalités qu'il faut bien accepter, qui nous échappent quand nous travaillons, parce que nous sommes pris par des priorités et nous mettons ces priorités en avant. Alors, ça nous empêche de voir ces biais qu'en fait, nous allons peut-être trop loin, trop vite, que nous sommes trop sur une approche méthodologique, et c'est bien l'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est de se dire, elle est un manager de transition, un chef de projet, un chargé de mission, il peut, sans même tout à fait s'en rendre compte, être embarqué par des méthodologies qui nous sont classiques, mais qui ne créent peut-être pas de la même manière l'énergie ou l'engagement que l'on veut chez nos parties prenantes, chez les gens avec lesquels on va travailler. Alors, tu as évoqué le mot ultra-solution là, de Paul Václavic, là, de l'école de Palo Alto. L'ultra-solution, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même chez beaucoup de managers. Tu peux détailler ce que veut dire l'ultra-solution? Ah oui, manager, ou même à titre personnel, à titre privé. Oui. Nous avons tous des convictions. La conviction qu'il faut prendre soin de son équipe, par exemple. À un moment donné, prendre soin de son équipe, ça pose quand même la question de jusqu'où on va. Enfin, et c'est vraiment, si tu veux, ce que Václavic amène, c'est se dire, si on fait tout le temps la même chose, eh bien, on appauvrit peut-être aussi notre capacité d'action sur les équipes, sur nos projets et sur l'avancée de nos missions.
Bon, alors j'en profite pour saluer les nouveaux arrivants. Je vois qu'il y a même Hélène qui nous a rejoint. Je la salue. Il y a Pierrick. Voilà, c'est parfait. On a un petit souci technique d'affichage sur. Je ne sais pas si vous voyez, continuez à voir les slides de votre côté. Je regarde sur le chat. Mais nous, on a un petit souci d'affichage. On ne voit plus les slides. On va switcher donc sur cette partie qui concerne les biais pour rentrer tout de suite dans les outils, mais en partant d'abord d'un constat sur ce qu'on fait aujourd'hui communément quand on est chef de projet et finalement qui nous emmène dans une voie qui n'est pas celle de l'efficacité ou de l'efficience dans une transformation. Visiblement, si on regarde notre collègue, effectivement, on peut se dire que ça peut même nous peser très fortement. Alors, les outils qu'on vous propose de partager ensemble, c'est le premier, c'est effectivement, quelque part, sortir de cette logique peut-être un peu mécanique, il faut bien le reconnaître, d'avoir simplement une planification pour réaliser un livrable avec un coût, avec un périmètre d'action, ce qui fait le cœur, en fait, de la logique projet. Le fameux triangle coût-délai qualité. Le fameux triangle coût-délai qualité que vous connaissez tous, je suppose, avec lequel nous allons piloter le projet, avec lequel finalement nous nous mettons d'accord avec un client parce que c'est une des premières fois, parce que c'est une mission un peu spécifique et qu'il faut anticiper les étapes, les tâches, qu'il faut préparer les gens, former, informer. Enfin, voilà, on est dans notre dynamique projet connu. Et on peut se laisser prendre, parce que c'était le cas de notre premier interlocuteur de tout à l'heure. Il était très investi dans son projet, d'où aussi sa déception par rapport au manque de retour. Car si vous faites un excellent cahier projet, une excellente planification, c'est un peu comme si vous me dessiniez une superbe voiture, que vous me la réalisiez et qu'elle est en chaîne de montage, là, prête à être prise en charge par un pilote. Mais pour qu'elle avance, cette superbe voiture, eh bien, il faut que l'on mette de l'essence dedans, il faut que l'on mette de l'énergie dedans. Et notre propos de ce soir, c'est effectivement comment faire que, à côté de la qualité, du coût et du délai, on ait aussi une réflexion des outils sur la notion d'engagement. J'imagine que l'essence, tu étais en train de parler des hommes et des femmes. Et moi, je dis souvent qu'il faut transformer un triangle coût-délai-qualité en un losange coût-délai-qualité et adhésion. Exactement. Ouais. Exactement. Et donc, on va parler d'adhésion, d'engagement, des petites boules roses qui courent un peu partout dans nos projets, qui sont les êtres humains, les hommes et les femmes qui nous aident, les cadres, les équipes, voilà, et revenons quand même sur cet aspect-là des choses qu'on a peut-être tendance à oublier. Et une des manières peut-être d'y arriver, là on peut passer à la slide suivante, c'est de bien sûr réfléchir en SMART pour ceux qui travaillent par objectif, en projet, en cahier projet de type Prince2 ou PMP. Pour ceux qui ont des missions, bien de définir la mission et d'avoir des indicateurs de réussite ou de progression. Tout ça est essentiel, on en a besoin. Mais la première chose auquel on pourrait être profondément attentif, c'est d'y ajouter à tout le moins la logique d'enjeu. Alors je rappelle peut-être Bertrand ce qu'est un enjeu. C'est en fait ce que je gagne moi à mener un projet, ce que je gagne moi à réaliser un objectif, ce que j'apprends, je retire, quels sont les bénéfices pour moi, pour l'équipe, pour mon échelle de valeur aussi, pour mes expériences, pour mon CV. Enfin, nous avons tous des enjeux, individuels ou collectifs, et c'est ça l'énergie dont on parlait tout à l'heure, c'est ça l'essence qu'on va pouvoir mettre dans la voiture. À faire de trop belles voitures en smart ou en projet, on en oublierait presque l'essentiel, c'est qu'il faut du gagnant-gagnant, il faut des enjeux. Donc, premier outil à se rappeler tous autour de la table, à vérifier dans nos démarches, c'est est-ce que nous avons bien une cartographie des enjeux des parties prenantes? Est-ce que nous faisons attention à ce que tout le monde gagne quelque chose dans le projet? Et pourquoi d'ailleurs ne pas partir des besoins, des attentes, des envies des différentes parties prenantes pour leur fournir ce qu'elles attendraient éventuellement d'un changement. Et c'est parfois de la reconnaissance, c'est parfois le fait d'être impliqué, d'être dans l'avenir de la société, de découvrir de nouveaux logiciels, de nouvelles machines, de nouvelles méthodes, mais au moins de prendre le temps et de vérifier dans vos missions que vous prenez bien ce temps
pour faire la cartographie des enjeux, car indiscutablement, pour notre chef de projet de tout à l'heure, un peu déprimé, c'était un point faible. Alors, c'est pas simple parce que souvent, quand on opère une transformation dans l'entreprise, grosso modo, c'est soit pour fuir un risque, soit pour amener du mieux au client, du mieux à l'entreprise, parfois, enfin, même à ses actionnaires. Ce que tu expliques là, c'est que au-delà de cette volonté première, il faut aussi aller chercher les enjeux plus individuels des parties prenantes, c'est-à-dire de voir, et c'est pour ça que tu parlais du mot gagnant-gagnant, ou donnant-donnant, suivant Oui, parfois, il faut être honnête. Oui. Dans cette logique-là, de répondre plus individuellement aux besoins de chacun. Alors, quand je pense, parmi les participants, j'en connais, je salue Bernard au passage, j'en connais qui ont eu à mener des transformations très, très importantes avec un nombre d'acteurs et de parties prenantes très, très importants. C'est compliqué de zoomer sur toutes ces parties prenantes. Donc, on va essayer quoi? De zoomer sur les managers, de zoomer sur les gens qui sont clés pour la transformation? Oui, alors ça, évidemment, ça dépend un peu du temps et l'énergie qu'on peut y mettre, mais franchement, on peut être généreux de ce côté-là, de son temps. Sans énergie, sans engagement des gens, s'ils n'ont pas d'enjeu, eh bien, nous n'avancerons pas. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. J'ai envie de dire, à la fois, c'est simple et à la fois, pour ceux qui sont sur le terrain, c'est quelque chose qui n'est pas aussi évident que ça, parce que les enjeux, ce n'est pas toujours ce qu'on met sur la table, c'est parfois des attentes, donc il faut prendre du temps, il faut prendre la tasse de café avec les gens pour pouvoir avoir toute une série de gammes d'enjeux importants. En tout cas, plus vous aurez identifié d'enjeux, plus vous pourrez embarquer de parties prenantes dans votre changement. C'est vraiment un principe qui nous semblait à tous autour de la table important, mais dont on s'est rendu compte qu'au moins 2 d'entre nous n'avaient pas eu l'opportunité d'aller très loin dans leur mission. Et le prix à payer, c'est peut-être effectivement une sorte de désintéressement ou en tout cas de réserve où on ne parle pas effectivement directement ce qui motive les gens. On parle de motivation, eh bien il faut qu'on soit très concret. Aujourd'hui dans les entreprises en France, quand on parle de motivation, elles peuvent être variées, mais il en faut. Il en faut, et en faire l'impasse, c'est se retrouver avec des gens qui font des efforts parce qu'ils comprennent peut-être les enjeux pour l'entreprise, les enjeux pour le client. Mais avouez que ce n'est pas la même chose et le même engagement si j'ai moi-même pris conscience que j'allais retirer du plaisir, de la connaissance, de l'expérience, une prime, éventuellement une promotion, une formation, un rôle intéressant ou des rencontres dans l'entreprise et une meilleure connaissance de l'entreprise. Tout ça sont des enjeux, mais chacun d'entre nous a sa petite grille d'enjeux. Donc oui, tu as raison, ça prend du temps, mais c'est au cœur de notre métier. De change manager, alors, et peut-être pas de chef de projet. Et je veux bien comprendre que le chef de projet se dise que déjà, quand il a une carte d'acteur, il a un truc intéressant. Et quand il a la carte d'acteur, est-ce que trop souvent, nous ne sommes pas simplement à distribuer les tâches, à mettre des délais et à se dire, OK, on a organisé le projet. Oui, mais est-ce qu'on a mis l'énergie dans la voiture pour que tout le monde s'embarque? La réponse est sans doute, plus vous le ferez, plus vous aurez de l'engagement réel. Allez, pour poursuivre sur ce sujet-là, il y a un autre mot qui t'est cher, c'est celui d'impact. Oui, parce qu'au-delà de l'enjeu, on peut aujourd'hui se dire que on fonctionne beaucoup par résultat attendu. Et il faut être honnête, si on s'embarque sur du SMART, pour des objectifs qui sont chiffrés, objectivés, on est souvent dans du quantitatif. Et donc, on regarde si on a bien atteint des quantités. Je crois qu'on peut être tous aussi conscients, et il faut le rappeler, et encore le rappeler dans nos missions, au-delà des résultats directs, constatables, il faut aussi s'intéresser aux impacts. Et là, on est dans un autre type de management. Et là, ici, pour nos clients, pour nos partenaires, pour nos entreprises, il faut qu'on franchisse le pas. Et ça nous vient directement des États-Unis. On va le prendre directement dans nos logiques de fonctionnement. Il faut de plus en plus fonctionner par impact. Alors, impact, ce qu'on connaît, c'est bien sûr peut-être la finance par impact. Ce sont les impacts sociaux, environnementaux, tout ce qui est de la responsabilité sociale, mais aussi, et très clairement, quel est l'effet que je produis pour mon client. Car travailler beaucoup, avoir beaucoup de clients aujourd'hui et ne pas leur fournir l'effet attendu, l'impact attendu, eh bien, c'est perdre à un moment donné la fidélisation de ses clients. Donc, je crois qu'on peut, dans une démarche de changement,
introduire, rappeler, renforcer cette sensibilité non seulement aux résultats directs, mais aussi aux impacts que l'on recherche à plus long terme sur le marché, sur nos consommateurs. Merci, merci Charles-Henri. Allez, on poursuit avec le biais méthodologique, hein. Il y a un deuxième outil que tu vas proposer qui est celui de voir si on ne part pas avec un autre biais que celui sur les enjeux ou l'absence d'enjeux, mais qui serait celui d'un biais méthodologique classique du chef de projet qui reproduirait une recette déjà connue, quoi, quelque part. Je vais reprendre mon chef de projet un peu dépressif là à notre terrasse. Il en avait fait une seconde, excellente. Il avait bien défini ce qu'il proposerait aux clients. Il a écouté, il a fait des synthèses, etc. Puis il est venu, il a dit, voilà ce que je vous propose comme démarche. Voilà ma mission et voilà un peu ce que vous aurez à la fin du travail ensemble. Mais il a fait lui-même le travail de planification, de répartition des tâches, en interrogeant, en impliquant peut-être, en validant en tout cas avec un certain nombre de personnes que c'était OK, que c'était faisable ou que ce serait difficile plus exactement. Et donc, il a fait une belle proposition de plan d'action au comité de pilotage. Et pour lui, c'était normal, c'est lui le chef de projet. Le client attend qu'il amène de la méthodologie, de l'organisation et de l'anticipation. Et il était très satisfait. Simplement, ce qu'il a peut-être oublié, et que nous oublions peut-être aussi, c'est qu'il a oublié d'impliquer là aussi, et cette fois-ci, les décideurs. C'est-à-dire, en fait, de venir simplement avec des alternatives, de dire on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Monsieur le client, choisissez. Restez le décideur, car il y a aussi des missions où on aura à embarquer le manager et même le demandeur, en tout cas à vérifier qu'il reste bien embarqué dans la démarche et qu'il reste bien responsable des choix qui sont posés. Et voilà, peut-être qu'une deuxième piste sur laquelle on peut échanger tout à l'heure, c'est de se dire que parfois on amène une démarche bien fagotée, issue de notre expérience, bien adaptée au contexte qu'on a cru comprendre dans l'entreprise, mais sur lequel on laisse peut-être trop peu d'alternatives et d'options pour le client. Et donc, nous sommes quelque part un peu le décideur. C'est bien parce que dans chef de projet, il y a chef, hein, fantastique. Mais est-ce que le client reste accroché aux choix qu'on lui propose? Est-ce qu'il essaye même de les comprendre? Je ne sais pas vous, mais moi, il m'est déjà arrivé de proposer en comité de pilotage des démarches de changement que je pensais bien faites et que le client, simplement, dire « Ah oui, elles sont bien », en feuilletant le document et en disant « Allez, hop, au boulot ». Oui, enfin, ceci dit, c'est lui qui est patron de sa boîte, c'est lui après qui est chef de département ou chef de service, c'est lui avec son équipe qui va faire vivre le changement dans la durée. Donc, on peut lui laisser ce statut de décideur. Je ne sais pas comment vous le vivez dans vos démarches, mais ça, pour le change manager, c'est essentiel. Ouais. Alors, tu parles souvent du fait qu'un bon manager du changement, c'est quelqu'un qui cultive la latéralité et qui est quelqu'un qui apporte des alternatives. Voilà, qui doit offrir des alternatives, en tout cas qui ne doit pas enfermer le client, son équipe, son N+1 dans une seule voie, mais il doit se remettre dans une proposition d'offreur d'alternatives, en tout cas. Absolument, et c'est vrai qu'on peut non seulement aller un peu vite en proposant, mais aussi quelque part en plaidant, en entraînant les gens, même s'ils ne sont pas convaincus, en disant « faites-nous confiance ». Oui, tu as raison, Bertrand. Et ça, c'est la latéralité, c'est vraiment ce réflexe de faire des choix, de laisser à l'autre son rôle de décideur. D'ailleurs, puisqu'on était dans les références tout à l'heure, et pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie vers un classique maintenant qui s'appelle le latéroscope de Joël de René, hein, qui était directeur de la Cité des Sciences, et qui avait écrit un petit ouvrage assez sympa où il explique comment on peut forger des alternatives assez rapidement autour d'une réflexion. Voilà, c'est peut-être une lecture à recommander encore. Alors, je ne sais pas si c'est un clin d'œil à Xavier que je salue, mais qui, dans le chat, parle de vision systémique. On est vraiment dans la systémique avec Joël de René, là, on est vraiment dans cette idée, voilà, du besoin, en tout cas,
Le lien est fait. Merci Xavier. Nous répondrons à votre question en fin de séance. Allez, si on part sur un troisième outil en parlant de ce constat, à nouveau d'un nouveau constat qui est de dire que on a aussi des biais interpersonnels, les biais où en fait voilà, on a tendance à fermer les écoutilles et ne pas écouter ce que tu appelles des balises de langage, en tout cas des petits signaux faibles qui devraient s'éclairer dans notre tête. Alors ça, vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'écoute système, qui font de l'écoute active ou de l'écoute diagnostique, voici une écoute qui est particulièrement intéressante, notamment dans les phases de changement de nos missions ou de nos projets. Et tu as raison, Bertrand, parce que, en fait, dans nos métiers, la première chose qui va peut-être être déterminante, c'est est-ce que ça colle ou pas avec le demandeur. Il y a un truc interpersonnel. La personne vous confie une mission, un changement, un objectif important pour elle. Elle a besoin d'avoir confiance en vous. Et donc, il y a un lien interpersonnel fort. Oui, mais enfin, parfois, on se rend compte qu'il est tellement fort qu'on a deux enthousiastes qui sont des passionnés de telle technologie, quand ils sont ensemble, ils tombent en amour, là, c'est pas plate, là, ça y va, hein. Toute la soirée, ils peuvent rester ensemble à élaborer des choses. Oui, mais enfin, ceci dit, c'est pas parce que vous avez deux passionnés qui pilotent une démarche de changement ou un projet que vous allez mieux convaincre ceux qui ne sont pas du tout passionnés. Voilà, il faudrait peut-être à un moment donné être quelqu'un qui est capable, tout en étant passionné, ça reste fondamental, d'écouter les non passionnés. Alors, on se rappelle un peu, pour ceux qui l'ont vu peut-être il y a longtemps, cette notion d'écoute système. Et Xavier, il retrouvera là aussi un outil de systémique. On lèvera le voile tout à l'heure sur l'intérêt qu'on porte depuis un certain temps aux approches système. L'écoute système, elle nous invite à écouter, ne fût-ce qu'un mot. Et on partagera celui-là à l'écran, vous verrez qu'il y en a d'autres, qu'il y a plein d'autres balises. Ouais, on échange là-dessus avec vraiment beaucoup de plaisir. Mais ce soir, si vous deviez garder un mot de notre rencontre, ce serait le mot « mais ». Et de nouveau, retournons vers notre chef de projet un peu déprimé, qui avait décidé, je pense, une bonne fois pour toutes, de ne pas écouter les « mais ». Même quand on lui parlait, même quand on échangeait ensemble. Or, pour un change manager ou celui qui fait du changement, le mais, est-ce qu'on peut se le rappeler, c'est une objection. Donc, si quelqu'un vous dit, c'est une bonne idée ce changement, on est dans le positif, c'est fantastique, mais nous devrions tous être sensibles le plus souvent possible au fait que ce qui va suivre le mais est une balise plus négative, un doute, une objection, une réflexion. Et donc, ce qu'il faudrait faire à ce moment-là, comme manager du changement, c'est s'arrêter, c'est reposer une question, c'est faire arriver, on vient de parler d'alternative, faire venir une alternative de l'interlocuteur, parce que c'est merveilleux en français, quand on objecte avec un mais, on a toujours une idée derrière la tête, et c'est le moment jamais de la faire venir. Donc, il y a même dans le quotidien de nos missions, je ne parle même plus d'une cartographie des enjeux, je ne parle même plus ici de travailler avec des alternatives. Je dis qu'au quotidien, si nous sommes capables d'écouter les mais autour de nous, nous ne foncerons pas trop vite et nous intégrerons au bon moment des remarques du genre « Oui, c'est très intéressant, Charles-Henri, mais est-ce que nous aurons le temps de le faire? Est-ce que nous aurons le temps de le faire pendant le mois de décembre ?» Si vous avez entendu ce qui suit le mai, c'est-à-dire le mois de décembre, pose un problème de timing. Dès maintenant, vous savez peut-être que pour des raisons de saisonnalité du travail, eh bien, le changement serait peut-être plus facile à mener en janvier. Vous pouvez l'entendre dès que quelqu'un amène l'objection. Mais voilà, enthousiasmé par notre proposition bien construite, notre voiture impeccable, est-ce que nous entendons les limites, les objections, les alternatives, les propositions d'amélioration qu'on fait autour de nous? C'est une vraie question qui se pose à chacun d'entre nous. En tout cas, notre manager enthousiaste est le premier autour de la table, de la terrasse, à avoir relevé que l'autre était vraiment très fatigué parce qu'il nous laissait passer des mais, des non, sans même s'intéresser réellement à ce qu'on disait. Il était dans un process d'auto-justification, d'auto-questionnement, que je ne souhaite à aucun d'entre nous, ou alors à une table de terrasse, Bertrand, au soleil, avec de véritables amis.
Alors, ça demande quand même beaucoup de concentration, ça demande de l'exercice. Alors, ça demande déjà de le savoir, hein, parce que bon, je pense que parmi les managers de transition là, qui sont connectés, il y a des gens qui font déjà de la conduite du changement depuis quelque temps et qui ont été formés à l'écoute active, ont été formés sur un certain nombre d'outils qui relèvent de ces aspects psychologiques, quelque part, mais qui sont sous-employés parce que en fait, on a tendance à vouloir se rattacher à des choses qui sont tangibles, à des livrables, et c'est bien important quand on fait de la conduite du changement, hein, de montrer que c'est pas quelque chose de totalement vaporeux, fumeux, mais on en oublie l'attention qu'il faut porter à l'humain et sur ces balises de langage. Tu as cité le mais. Je pourrais même développer un peu sur le non. Je me souviens, pour le coup, plus important, oui, voilà, que quand autant le mais c'est une lumière orange qui s'allume, autant le non, quelqu'un qui dit non, c'est une lumière rouge, et qu'on a tendance. Et là j'en ai fait l'expérience de temps en temps à vouloir non mais je reviens en fait je réexplique plutôt que d'essayer de décadrer et d'apporter quelque chose de nouveau, je m'enferme et je martèle. Sauf que bon, la marteau-thérapie, ça marche pas très très bien. C'est moins bien accepté qu'au Moyen-Âge. En tout cas par le client. Voilà. Oui, voilà. Par certains clients qui sont un peu chipotes sur les rapports humains et tout. Allez, oui. Ça nous arrivera peut-être à tous. Simplement, notre propos ce soir était de lancer le dialogue avec un rappel aussi que l'écoute assez fine est importante et qu'on a des outils pour le faire, notamment cette fameuse écoute système. Ouais. Écoute, merci pour ce partage sur les 3 outils. C'est vrai que le temps file. Alors, il y aurait beaucoup de matière à donner, à partager dans dans cette partie MCM. Ce que je propose, je vois qu'il y a 2 questions qui ont déjà été posées. On va commencer par celle de Xavier, comme ça. Allez, j'amène celle de Xavier à l'écran. Hop. Si j'y arrive. Alors, je vais vous la lire à haute voix. Alors, on entend parler de changement, mais qu'entend-on par changement concrètement? Qu'est-ce que c'est qu'un changement versus un autre changement? Alors, je vais essayer d'interpréter votre question, Xavier, avec Charles-Henri, parce qu'on peut la voir avec plusieurs prismes. Pour moi, un changement, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut, généralement, on change soit pour du mieux, soit pour fuir un risque. Voilà. On peut aussi entendre par changement le fait de changer d'une habitude par une autre habitude. Et ça, on rentre vraiment dans le concret, notamment d'opérateurs, de salariés, de personnes qui ont à manipuler un processus et on va venir changer ce processus et on va leur demander de changer une habitude pour une autre habitude, comme on le fait quand on change de système d'information ou même quand on change simplement de téléphone pour un autre téléphone, pour avoir fait récemment l'expérience de passer, d'essayer de basculer de iPhone à Android parce que le vendeur de Orange avait très très bien fait son travail, ça a été une catastrophe. En tout cas, moi j'ai fait un refus d'obstacle, vous voyez, comme quoi le changement n'a pas imprimé sur moi. Ouais. Tu veux peut-être compléter et puis Xavier, si vous voulez détailler votre question, enrichir votre question pour qu'on essaie d'y répondre plus précisément, ça sera avec plaisir. Charles-Henri, est-ce que tu as un mot sur… Oui, j'ajouterais effectivement, prenons la notion de changement au sens très large des choses, et je voudrais même ajouter, sans même être directement dans le changement, on peut aussi être dans le discours sur le changement ou l'impression ou la crainte ou déjà une perception qu'il y a un changement potentiel. Parce que dans une entreprise, vous l'avez vécu avec moi, c'est pas au moment où on va changer ou déménager que l'inquiétude apparaît, elle apparaît bien en amont, dès que les gens se disent qu'ils vont perdre quelque chose. Et on est dans des phénomènes de perception du changement, où parfois même les gens s'inventent des parties du changement. Vous connaissez le principe, tant qu'on n'a pas communiqué de manière structurée ou complète ou directe avec les gens, on peut avoir toute une série de craintes. Et ce qui motivera les gens et leurs réactions et qui devrait attirer notre attention, c'est la perception que les gens ont du changement en essayant de la ramener, bien entendu, la plus fidèlement possible, la plus réalistement possible, la plus rationnellement possible du changement réel. Mais ça, c'est du boulot, hein, parce qu'à un moment donné, il y a de la confiance, il n'y a pas de la confiance. On met le doigt dans quelque chose qui est
je pense, très important, même pour un chef de projet. Même pour un chef de projet, parce que s'il est avec une direction qui ne s'implique pas, des équipes qui ne s'engagent pas, n'ont pas d'enjeu, et si autour de ça, il y a de la défiance et énormément d'informations parasites qui circulent, même pour un chef de projet, eh bien, sans même parler peut-être de changement, son projet va être difficile à réussir à mettre en œuvre, et en tout cas, à en faire un moment heureux pour nos contemporains. Parce que je voudrais juste terminer par ça. Un changement, ça peut être aussi un truc très intéressant à faire, passionnant, où à 22 heures, on commande des pizzas avec les collègues parce qu'on est vraiment en train d'inventer le futur de son métier. Eh bien, faisons un peu plus des projets, des changements, faisons un peu plus des missions où les gens voient leurs enjeux cités, repris, se réaliser, et où ils peuvent se réaliser eux-mêmes. Voilà, je pense qu'on devait être clair. Et la notion de changement, alors, elle peut être tellement large que vous pouvez y mettre pas mal de projets, parce que même si vous ne faites qu'un pilote, on peut quand même, avec ce pilote, donner des idées, des craintes, des envies aux uns et aux autres. Alors, je prends une autre. Oula, on a même des commentaires. Merci. Alors, il y a Sébastien qui nous partage un commentaire qui est très sympa. Pour les fans de Game of Thrones, Ned Stark dit toujours rien de ce qui est dit avant un mais ne compte jamais vraiment. C'est très très juste. Ça illustre parfaitement ce qu'on vient de partager. On va être un peu prudent quand même. On va se dire oui. Oui, et gardons-le quand même un peu en tête, puisque c'est la partie généralement heureuse du monde. C'est vrai, écoutons surtout ce qui suit le mai, ça, vous avez tout à fait raison. C'est assez efficace. Oui, oui. Alors que certains d'entre nous ont peut-être tendance effectivement à s'arrêter avant le mai et à croire que tout va bien. Oui, c'est une jolie remarque. Charles-Henri, j'attrape une autre question. Alors, y a-t-il une différence entre un manager classique et un change manager? Parce que là, on a parlé du chef de projet. Oui. Mais si on élargit un petit peu entre le manager classique qui est là à conduire son équipe, j'ai envie de dire sur quelque chose, je sais pas, le mot routinier me semble fort, mais en tout cas, qui n'est pas dans une posture de quelqu'un qui doit opérer un changement. Même si, pour compléter mon propos, les dernières études qui ont été faites montrent qu'un collaborateur en entreprise vit en moyenne 2,5 changements simultanément. Il y a de quoi devenir schizophrène pour certains. Voilà. Est-ce que toi, tu peux nous donner un peu de ton sentiment qu'il y a entre le costume d'un manager classique et celui d'un change manager? Oui, et c'est une chouette question parce qu'en fait, on est aussi avec pas mal de managers qui se voient chargés à un moment donné de conduite du changement, ou en tout cas de déploiement du changement que vous allez piloter par ailleurs. Et là, je crois qu'il faut être conscient d'une fameuse différence entre les qualités qu'il faut pour être un bon manager qui fait du run et les bonnes qualités pour être un manager du changement qui fait justement pas du run. Alors, creusons un instant là-dessus. Un manager, normalement, si je me rappelle de mes cours d'exécutive et des exécutives MBA qu'on peut partager par ailleurs, c'est quelqu'un qui réalise les objectifs qui lui sont assignés avec les moyens qui lui sont accordés au travers de son équipe. Oh, c'est une belle définition. Avec un petit truc un peu pervers quand même, c'est qu'il va essayer d'obtenir toujours plus de résultats avec toujours moins de moyens. Ce serait merveilleux, c'est fantastique. Bien. Ce manager-là, pour réussir ses performances, la production régulière, la continuité de service, une qualité de livrable qui soit la plus stable ou la plus maîtrisée possible, il a besoin d'une équipe qui est stable elle-même, qui est sécurisée, où les gens n'ont pas envie de partir de l'entreprise parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas à l'aise, parce qu'ils ne sont pas reconnus. Non, il a besoin de créer, j'ai presque envie de dire, un cocon dans lequel son équipe peut venir travailler et performer. Donc, c'est peut-être pas la meilleure personne pour introduire l'incertitude et venir casser le cocon qu'il vient de créer avec une équipe dont il voit bien les enjeux dans la continuité et pas dans le changement. Donc oui, il y a un fameux contraste entre un très bon manager au quotidien et un très bon manager du changement. J'ai envie de dire, il y en a un qui pilote un peu la certitude, la constance, qui crée des habitudes, de l'expérience, des entraides, qui crée un esprit d'équipe, et quelqu'un qui est une sorte de gentil aventurier qui vient pour tout changer et tout casser. Et quand on demande à un manager de casser lui-même ce qu'il a mis des mois et des années à construire, on oublie qu'effectivement, on peut créer, dans un certain nombre de cas, des contradictions. Et donc, on peut avoir, si on reprend nos 3 éléments, eh bien, des managers qui
ont le sentiment qu'on fait des projets théoriques, mais qu'on ne s'occupe pas de leur équipe, qu'ils n'ont pas d'alternative, ils doivent faire le changement, et donc ils sont coincés, tout en étant d'accord avec les maîtres de leurs équipes. Eh bien, on est en train de créer de la pression sur les managers. Et comme tu disais, 2 changements et demi pour une équipe, c'est parfois aussi 2 changements, 3 changements, en plus d'objectifs ambitieux que les managers doivent porter aujourd'hui dans les entreprises. Il ne faut pas s'étonner, effectivement, qu'il y ait une charge sociale importante et qu'il y ait parfois des burn-out, qu'il y ait à un moment donné des gens qui craquent. Et c'est généralement les plus engagés qui craquent les premiers. Donc, oui, prenons soin des managers. Et oui, il faut accompagner les managers également, et pourquoi pas avec les 3 leviers qu'on vient de voir, si vous êtes chef de projet ou responsable d'une mission, et que vous allez présenter, embarquer et partager, j'espère, un maximum de moments de plaisir, de réflexion, de protection des équipes, où le manager peut jouer son rôle de stabilisateur. Je trouverais que ce serait assez intéressant. Alors, Xavier, qui est, voilà, qui est un peu taquin, disait en 2012, un président a dit le changement, c'est maintenant. On a vu où cela l'a mené. Oui, c'est clair qu'il y a parfois une façon de communiquer le changement qui est inadéquate ou en tout cas qui s'imprime pas forcément très correctement dans le temps. Je reviens à ton propos là. En fait, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, d'apprendre cette compétence de manager de changement, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, parce qu'un manager du changement, c'est une espèce d'influenceur, en fait. Oui, ça c'est vraiment très important, parce que si tu fais du manager de changement une sorte de chef de projet avec une méthodologie, avec des étapes, des phases, des outils, des réflexes, ok, bon, mais faisant quelqu'un qui est à l'écoute, faisant quelqu'un qui peut influencer les autres dans ce qu'il y a de plus beau dans l'influence, c'est-à-dire d'aider les gens à se réaliser, à réaliser leurs enjeux. Voilà. Pour rester vraiment dans le cadre de nos 3 leviers, il y a, me semble-t-il, des choses très importantes à faire prendre conscience à un manager qui est plongé dans un management du changement. Ce qu'on ne fait pas, évidemment, c'est de lui dire que, eh bien, il reste dans son rôle, il va nous aider à comprendre les enjeux de son équipe et réaliser les enjeux de son équipe. C'est d'ailleurs très intéressant. Quand vous faites du changement en Allemagne, par exemple, ou quand vous le faites en France, eh bien, en Allemagne, on ne parle pas tellement de changement. On parle de stabiliser, d'optimiser. On part de ce qui existe et on y ajoute quelque chose. En France, c'est vrai, on a peut-être envie, comme certains managers, de challenger, de provoquer, d'exister, d'être un être de lumière qui amène enfin la bonne manière de travailler. Est-ce que c'est toujours sympa de renvoyer le message à ses équipes qu'avant on travaillait n'importe quoi? Mais voilà, il est chef, alors il doit faire un discours sur le changement. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup d'endroits où on fait beaucoup de discours sur les changements et finalement peut-être trop peu de changements aboutis. Mais on provoque quand même, avec les discours sur le changement, des réactions. On provoque quand même, dans le corps social, de la tension et parfois de la pression. Je pense qu'on peut aussi, comme manager du changement, être très sensible à ça. D'ailleurs, de vous à moi, et si vous êtes manager de transition, si vous êtes chef de projet, et si vous êtes manager qui est pris dans ces changements, vous savez que de toute façon, on n'en sort pas si on ne tient pas compte des enjeux, si on n'a pas des alternatives, si on ne peut pas adapter le changement et son déploiement à des spécificités locales, tout en gardant évidemment les enjeux, et si on n'a pas à un moment donné ajouté une écoute attentive, et si on n'est pas capable de défendre son équipe, je pense qu'à ce moment-là, même comme manager, on sera un peu mal à l'aise. Alors, bien entendu, dans un certain nombre de changements, les résultats du changement viennent balayer ça très vite. Mais bon, voilà, il y a le moment où on annonce le changement, où on le prépare, où on le met en œuvre, où on l'implante, où on le consolide. Enfin, tout ça, c'est des mois qui peuvent être difficiles pour certaines équipes. Et je pense que ça, en grande partie, c'est complètement inutile. Charles-Henri, est-ce qu'une des solutions, c'est pas d'avoir un binôme quelque part, d'avoir quelqu'un qui va porter la casquette technique du changement, peut-être même financière, parce que ça peut être quelqu'un qui rend des comptes sur le résultat de ce changement, et puis quelqu'un qui va être là pour être plus attentif à la partie humaine, parce que on a quand même des gens, je veux dire, j'en ai côtoyé dans mon expérience, des gens qui sont très très bons techniquement et qui sont parfois pas du tout dans une posture d'écoute et qui ne le seront jamais. Comment on fait dans ces cas-là pour
s'assurer que la transformation, elle va quand même se faire dans l'intérêt de tous et de l'entreprise. Est-ce qu'on lui met un binôme? Est-ce qu'on le forme? Enfin, en tout cas, il me semblait que le binôme pouvait présenter un intérêt. Est-ce que tu as des retours d'expérience dessus? Oui, je pense, parce que surtout que Bernard est en train nous attire notre attention sur le fait que, en faisant des cartographies d'enjeux, hein, ce qu'on avait dit et qui est important, parfois, effectivement, on écoute des enfants difficiles, on écoute des minorités actives, on ne va peut-être pas écouter suffisamment ceux qui sont, par exemple, d'accord avec le changement et qui vont peut-être pas se sentir obligés d'expliquer en plus des enjeux supplémentaires. Donc là, Bernard a raison, il faut faire une cartographie active et raisonnée. Donc, être deux, Bertrand, c'est fondamental parce qu'à un moment donné, tu as aussi, et c'est notre manière d'apprendre, en regardant l'autre travailler, on peut s'en inspirer. Je crois que c'est des choses très riches. Alors, l'avantage en plus, c'est que je reste comme je suis, je regarde quelqu'un d'autre travailler et on peut le faire tout de suite. On peut commencer à travailler tout de suite. Maintenant, ça a un prix, voilà. Ça a un prix et donc, il faut savoir si dans vos démarches de changement, vous pouvez insérer ce prix. Si vous pouvez vous vivre comme un allié des managers, évidemment, c'est fondamental, quoi. Alors, Bernard parle du change manager de transition. Alors, ça me donne de l'eau à mon moulin pour une question suivante. Merci, Bernard. C'est qu'aujourd'hui, un manager de transition, est-ce que c'est pas un change manager, j'ai envie de dire, naturel? Il est là pour une partie, une tranche de vie dans l'entreprise, hein, parce qu'il est là pour une transition. Donc, ça s'inscrit jamais sur du long terme. Il est là pour imprimer le changement, donner de l'impact. Oui. Tu parlais par impact, là, c'est vraiment pour donner de l'impact, de la percussion. Oui. Voilà. Est-ce qu'un manager de transition, finalement, il ne devrait pas se présenter comme un change manager? Est-ce que parce qu'on parle beaucoup de management de transition, est-ce que c'est pas une autre façon de se présenter qui est peut-être un peu plus même sexy, en tout cas vendeuse, en tout cas démonstrative de ce métier de manager de transition, quelle que soit la fonction, hein, que ce soit une fonction financière, de ressources humaines ou sur des opérations, il est là pour imprimer une transformation dans un laps de temps très court. Absolument, Bertrand, je crois qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Et il est pris dans généralement un changement dans lequel il va être injecté très rapidement. Moi, j'ajouterais deux choses. C'est que, si tu veux, tu retrouveras de toute façon, pour chacun d'entre nous, un pilier technique. Vous êtes recruté comme DSI, il y a quand même toute une série de piliers d'activités, de grilles de lecture technique à mettre en œuvre. Vous êtes directeur financier de transition, il faut vite évidemment plonger dans les comptes résultats, la présentation, les logiciels existants, l'historique, les rapports, il y a des tas de questions techniques, donc on a bien un pilier technique, et comme tu le dis, évidemment, si vous n'aimez pas le changement, vous ne faites certainement pas d'ailleurs tout à fait ce métier-là, et donc profitez de votre envie aussi de découvrir différents milieux, d'écouter, de plonger dans des réalités, d'essayer de les comprendre, de vivre une vie finalement assez enthousiasmante et assez intense, en tout cas comme manager, plutôt que d'être un manager qui effectivement cultive la stabilité pour lui-même et son équipe, mais immanquablement dans ce management du changement, cette envie, ce profil de changeur, de personnes qui aiment débarquer, remplir une mission, voir les choses changer assez vite, eh bien, vous aurez à tenir compte des enjeux, vous aurez à tenir compte des mais, et si vous faites, Bertrand, tu vois, tu as aussi un deuxième pilier. Donc, mettons deux jambes, un manager intérim, deux moteurs, un moteur technique et un moteur change, ce serait parfait. Alors, je moteur humain, un moteur change, d'accord. Alors, il y a peut-être un point qu'on peut approfondir, c'est qu'aujourd'hui, on s'improvise peut-être pas, malgré ce que tu disais, ce que tu illustrais avec tes deux collègues là, que tu avais vus, on s'improvise peut-être pas manager du changement ou à conduire le changement avec des outils. C'est-à-dire que je parlais en introduction, est-ce que c'est quelque chose d'intuitif? La réponse, ça serait quoi là? On approche de la fin. La réponse, ça serait quoi? Parce que
ça serait de la formation, c'est quoi? C'est du mentorat, oui, il faut l'expériencer et puis qui vivra verra. C'est quoi ta recommandation Oui, oui. pour nos participants qui sont essentiellement des managers de transition? Oh, ben, allez, j'ai envie d'être beaucoup plus modeste que ça, d'entrer dans le dialogue avec les uns les autres. Ceci n'est peut-être qu'un début de contact. N'hésitez pas, évidemment, à poursuivre le dialogue après. Moi, je dirais que ce qu'on peut peut-être faire chacun, c'est vérifier effectivement dans nos missions que nous sommes sensibles aux enjeux, que nous sommes sensibles aux alternatives et que nous sommes sensibles à certains mots comme le mais. Mais ça, c'était Voilà, un peu la conclusion sur les biais qu'on a donnés. Voilà. Et ceci nous permet de dire quoi, pour répondre à ta question vraiment, c'est que oui, il y a quand même moyen de se former en management de changement. Allez, soyons honnêtes, ces outils-là, il faut les pratiquer également. Il faut d'abord les découvrir, les connaître. Nous ne sommes pas tous, et selon les métiers, avec un parcours en psychologie, comme tu le signalais tantôt. Donc oui, il y a des choses à aller chercher en termes de communication, de qualité d'écoute, enfin, des fondamentaux pour un manager. Influenceur. Oui, influenceur, tu as mille fois raison. Et les techniques d'influence, elles se pratiquent, elles se découvrent, elles se pratiquent, elles s'évaluent aussi. Et voir dans une formation les autres pratiquer les outils, c'est quelque chose de très révélateur également. Donc, j'ai envie de dire, il faut un fond aventurier quand même pour avancer. Et puis, je pense qu'il faut être honnête, on a tout au long de sa vie besoin de valider, conforter, améliorer, compléter cette qualité personnelle, cette envie personnelle de rencontrer les gens, de découvrir, de mettre en œuvre des solutions et de réussir des choses. On a parfois le besoin de le faire vite avec des impulsions fortes. Allez, je prends un dernier commentaire là de Pauline. Alors, une solution pour éviter les craintes, il est possible de parler plutôt d'amélioration continue pour adapter l'entreprise à son marché. Les équipes apprécient souvent d'être acteurs du changement pour anticiper l'avenir. C'est clair que la co-construction, ça reste un mot très important pour faciliter l'adhésion, hein, et donc conduire l'avenir. Si chaque année, on habitue les équipes à être dans une dynamique naturelle du changement et non de fracture. Alors oui, c'est vrai, c'était même Maurice Lévy, qui était à l'époque président de Publicis, qui disait qu'il fallait qu'il y ait le chaos perpétuel. Alors le chaos, ça fait toujours très très peur, mais en tout cas, je pense qu'il avait une vision qui était vraiment d'être à jamais se reposer sur ses lauriers, donc d'être dans une forme d'instabilité constructive pour tirer vers le haut. Voilà, on approche de la fin. Je remercie pour tous vos commentaires, toutes vos questions. C'est vrai qu'on avait une petite slide de conclusion où on a un jeune padawan qui était là à côté de son Obi-Wan Kenobi. C'était aussi une façon de te remercier parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble à mener des projets de transformation où j'ai eu l'opportunité de voir comment tu fonctionnais pour m'en inspirer et après l'interpréter à ma sauce, comme on dit. Je pense que le mentorat dans la conduite du changement est quelque chose d'intéressant et que dans un écosystème tel que celui qu'on essaie de construire chez Valumen avec nos managers de transition, il y a certainement beaucoup de pratiques à échanger. Vous allez voir, là, on va parler de l'actualité à venir. Qu'on a, on a en gestation, on a une nouvelle à vous annoncer. En tout cas, je te laisse la main parce que comme je disais, Charles-Henri est assez prolixe et aime beaucoup écrire. Et donc, allez, quelques secondes pour nous parler de ton dernier ouvrage. Oui, voilà, dans 15 jours sort un ouvrage qui est vraiment dans la droite ligne de l'échange qu'on a aujourd'hui et qui est un des ouvrages sur le Trust and Impact Management, le management par la confiance et la gestion par impact, que j'ai le plaisir de rédiger avec Maxime Baduel qui travaille pour le Haut Commissariat à la responsabilité sociétale et environnementale, et Odile James Roury, que tu connais aussi, qui est manager de transition, chef de projet de missions importantes. Et formatrice PMI. Oui. Et absolument, et qui consacre encore du temps. Ce que j'espère d'ailleurs à beaucoup de gens qui nous écoutaient aujourd'hui, parce que je vous souhaite aussi d'avoir ce plaisir de partager votre expérience
en apprenant à d'autres, ou en écrivant. Ou en écrivant, oui. Eh bien, on structure sa pensée et on apprend soi-même, je crois, encore mieux à vivre nos concepts. Merci à tous en tout cas pour votre écoute. Il y a le petit lien si vous voulez commander le livre tout de suite. Dernière information, j'animerai une formation sur le management du changement les 3, 4 et 5 novembre à Bordeaux en partenariat avec Marula Conseil. C'est une vieille histoire parce qu'on souhaitait, poursuivre ce chemin ensemble. Un grand merci pour toutes vos questions, vos réponses. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, sur notre page LinkedIn Valumen. Vous y trouverez toute notre actualité et puis aussi des posts intéressants concernant les missions que nous proposons. Donc voilà. Merci de vous être connectés. Je vous rappelle que Valumen, c'est à Paris, ici les Moulineaux, mais aussi sur la façade atlantique à Nantes. Et j'en profite pour saluer Quentin et Michel qui sont sur place. Voilà, à très très vite pour un nouveau rendez-vous inspirant by Valumen. À très bientôt. Au revoir.